Bonsoir et bienvenue dans ces nouvelles causeries avec Magali Cazotte. Bonsoir Magali. Bonsoir Antoine. Alors ce soir Magali, comme c'est eh bien le réveillon de Noël, je vous ai demandé à toi et aux autres participants de Tipeee de nous préparer une émission un petit peu spéciale. Et dans la continuité malgré tout de ce qu'on a vu là, depuis déjà quelques causeries, tu vas nous parler d'un cas très spécial de réincarnation. Il s'agit de la réincarnation de Mrs. Smith. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cas-là? Eh bien, écoute Antoine, je crois que c'est l'une des histoires les plus extraordinaires qui m'ait été donné de connaître. Alors, cette histoire a été révélée par un livre. Alors, je vais le montrer, ce livre, euh, qui a pour titre Les cathares et la réincarnation. Et ce livre, il a été publié pour la première fois en 1970 en Angleterre et réédité aux éditions Payot en 1972. Et il a pour auteur un médecin psychiatre du nom du docteur Arthur Guerdon. Alors, on va présenter un petit peu qui était ce médecin. Donc, le docteur Arthur Guerdon, il est né en 1905 dans une petite ville au nord-ouest de l'Angleterre, dans une famille ouvrière qui était assez pauvre. Il a obtenu une bourse pour étudier à l'université d'Oxford. Il a même reçu la médaille du gouverneur pour les recherches cliniques qu'il a menées au King's Cross Hospital de Londres. Et il a été consultant en psychiatrie pendant plus de 30 ans. Et je tiens à préciser aussi que dans sa famille, Arthur, il passait un peu pour un saint Thomas. Hein, c'était quelqu'un vraiment qui avait les pieds sur terre, qui ne croyait que ce qu'il voyait. Et comme il le dit lui-même dans le livre sur les katas et la réincarnation, il n'avait jamais accordé une seule pensée au problème de la réincarnation, jusqu'au jour où il a reçu une cliente un peu, une patiente, je dirais, assez spéciale. Alors, nous sommes en mars 1962. Et donc, ce docteur Gerdam, il reçoit comme patiente une jeune femme de 31 ans qui vient le voir parce qu'elle souffre depuis plus de 20 ans d'un cauchemar qui la terrifie et puis qui revient de plus en plus fréquemment, au point de l'empêcher de dormir. Hein. Elle a peur même de s'endormir. Et elle pousse des cris tellement épouvantables pendant qu'elle fait ce cauchemar, que cela effraie non seulement son mari, mais elle est même entendue par les voisins, tellement qu'elle se met à hurler de manière vraiment très forte. Alors, elle vient voir ce psychiatre. C'est elle-même d'ailleurs qui a demandé à son médecin de famille d'aller consulter un psychiatre parce que vraiment, elle pensait que voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas en elle. Et c'est elle-même qui a voulu faire la démarche. Alors, elle va voir le docteur Gerdam. Cette première consultation, elle lui révèle donc la teneur de ce cauchemar qui, à première vue, n'est pas très effrayant. Donc, toujours dans ce cauchemar, elle se trouve allongée sur le sol et tout d'un coup, il y a un homme qui rentre dans la pièce où elle dort, où elle se trouve. Et là, l'arrivée de cet homme la terrorise, mais à un point épouvantable. Alors, ce qui est d'étrange, ce qui va interpeller immédiatement le docteur Gerdon, c'est que ce cauchemar qu'elle lui raconte, il ressemble étrangement au cauchemar que lui-même fait depuis près de 30 ans. Seulement lui, c'est comme si il vivait un peu la même scène dans son cauchemar, mais sous un angle différent. C'est-à-dire que lui aussi, il se trouve dans une pièce allongée, il rentre un homme, mais du côté gauche. C'est-à-dire, voilà, il a un point de vue différent de celui de Mrs. Smith. Alors, je dois préciser aussi que cette Mrs. Smith, c'est le nom que lui a donné le docteur Gerdam. Ce n'est pas son vrai nom, parce qu'il était tenu au secret professionnel. Donc, on l'appelle Mrs. Smith, mais on ne connaît pas son identité véritable. Alors, on va peut-être commencer par décrire ce cauchemar. Et bien voilà, c'est juste ça. Elle est allongée au sol, elle est en train de dormir. Il y a cet homme qui rentre sur sa droite. Et alors, à partir de là, elle est prise d'une terreur irrépressible. Et le D'accord. docteur Dirdam,
il faisait quasiment le même cauchemar. Il ne lui dit pas hein, sur le moment. Mais dans l'autre sens, d'accord. Dans l'autre sens, voilà. Comme s'ils étaient un peu couchés face à face, et lui le voyait arriver sur sa gauche, cet homme mystérieux, et elle le voyait arriver sur sa droite. Donc là, ça a été vraiment quelque chose qui a fortement interpellé le docteur Girdan. Donc elle est revenue, bien sûr, le consulter. Ça a duré plusieurs années, parce qu'une thérapie, voilà, c'est quand même assez long. Alors il a commencé déjà par voir qu'elle ne souffrait vraiment d'aucun trouble mentaux, que c'était vraiment une personne saine d'esprit. Mais par contre, au fil des consultations, elle lui a fait des confidences, et il a très vite soupçonné qu'elle possédait des capacités extrasensorielles. Par exemple, elle lui a confié qu'à l'âge de 7 ans, on lui avait demandé d'enlever tous les sets d'un jeu de cartes. Ce qu'elle avait fait sans se rendre compte du caractère incongru de ce qu'elle faisait. Pourquoi? Parce que toutes les cartes étaient retournées. Elle ne pouvait pas avoir les 7, mais elle les a retirées comme ça, comme si elle voyait à travers les cartes. Il y a aussi un autre événement. Un jour, un ami de sa famille a reçu une lettre qu'il n'avait pas encore ouverte. Et elle était une enfant, elle lui a révélé le contenu de la lettre, qui était très désagréable pour la personne, et qui a très mal pris d'ailleurs ce qu'elle lui a dit. Alors là, elle a compris déjà toute jeune qu'il valait mieux qu'elle cache, on va dire, ses capacités un petit peu anormales. Elle a failli mourir d'une péritonite à l'âge de 11 ans, et elle a eu une fièvre épouvantable. Et pendant un peu son délire, elle n'arrêtait pas d'appeler un homme du nom de Roger. Et ça va être très important pour la suite du récit. Alors elle a appelé Roger dans son délire, et elle était tellement mal qu'on a même fait venir un prêtre voilà, parce qu'on se demandait si elle n'allait pas mourir. Et dès qu'elle a vu ce prêtre, elle s'est mise à hurler, comme si elle voyait le diable en personne. Et ça va s'expliquer aussi dans la suite. Donc, bon, elle lui fait toutes ses confidences, donc il commence à deviner qu'elle a des dons particuliers. Et puis aussi, elle lui confie surtout qu'à l'âge de 13 ans, on est en 1944, elle a 13 ans en 1944 parce qu'elle est née en 1931, elle va consigner dans ses cahiers d'écolière les souvenirs de ce qui semble être une vie au Moyen-Âge, dans le sud de la France, au milieu d'une communauté de religieux, mais des religieux d'un genre un peu particulier. Et là, le docteur Girdan, quand elle va lui faire cette révélation, il va tout de suite penser au Qatar. Lui-même étant hanté depuis de nombreuses années par les mots Qatar et albigeois, sans qu'il ait pu s'expliquer vraiment pourquoi, parce que lui-même n'avait aucun souvenir. Donc, ça, elle va lui confier ce qu'elle a consigné dans ses cahiers d'écolière, où elle a écrit des noms et des souvenirs, on va dire des bribes de souvenirs, en langue d'oc, en occitan, alors que c'était une adolescente anglaise qui ne parlait pas un mot de français. Elle a même consigné, ça allait encore plus loin, des poèmes que l'on va plus tard retrouver. Ça, ce sont des spécialistes qui vont les retrouver dans des recueils de poèmes du XIIIe siècle. Oui, parce que très clairement, dans la culture anglaise, la culture cathare, albigeoise, etc., surtout chez les protestants, il n'y a pas du tout cette culture-là. Ah ben, pas du tout. D'ailleurs, elle n'avait jamais entendu le mot cathare. Elle ne savait pas ce que c'était. C'est le docteur Girdan qui a prononcé ce mot-là pour la première fois devant elle. Et alors, fort de toutes ces informations qu'elle lui divulguait, eh bien, il s'est mis en contact avec les deux grands spécialistes de l'époque de l'histoire du catharisme, le professeur René Nilly et Jean Duvernois. Et là, il a eu la chance, le docteur Girdan, d'avoir une collaboration vraiment avec ces deux historiens qui ont pris les déclarations de Mrs. Smith très au sérieux. Pourquoi? Parce qu'elle donnait des détails tellement précis sur les rituels pratiqués par les cathares, sur des noms vraiment très spécifiques, et surtout, elle insistait sur le fait que les parfaits cathares
ne s'habillait pas toujours en noir, ce que enseignaient les historiens depuis toujours. Ils pensaient que tous les parfaits cathares s'habillaient de noir. Et Mrs. Smith insistait sur ce détail. Non, et ils étaient aussi parfois habillés avec des vêtements bleu foncé. Ça, elle a révélé ça en 1962. Et ce n'est que 3 ans plus tard que Jean Duvernois va faire une découverte en étudiant les registres de l'Inquisition, et qui va révéler d'ailleurs dans un livre publié en 1965, le registre d'Inquisition de Jacques Fournier. Effectivement, il a trouvé la confirmation historique de ce qu'avançait Mrs. Smith, et qu'elle avait consigné aussi dans ses cahiers d'écolière à l'âge de 13 ans. Donc, c'est-à-dire qu'elle connaissait ce détail qui était totalement inconnu des historiens, plus de, on va dire, une vingtaine d'années avant qu'il ne soit confirmé, que la recherche historique ne lui confirme. Donc, voilà un peu comment l'histoire, comment commence l'histoire. Donc, il va y avoir, au fil des mois, d'abord les consultations qui vont s'enchaîner avec le docteur Gerdam. Elle va échanger aussi avec lui beaucoup de lettres, où elle va lui donner, au fur et à mesure, au compte-gouttes, je dirais, des informations de plus en plus précises sur ses souvenirs, que lui-même va s'empresser de retransmettre donc, au professeur René Milly et à Jean Duvernois pour qu'il puisse lui confirmer. Parce que lui-même, il était totalement ignorant de l'histoire du catharisme, même s'il il était quand même hanté par les mots cathare depuis très très longtemps, en plus du même cauchemar qu'il faisait. Et puis un jour, Mrs. Smith, tout d'un coup, va avoir la révélation de l'homme, de l'identité de l'homme qui l'a terrorisé depuis tant d'années. Et là, elle va écrire donc au docteur Gerdam. Elle va lui écrire dans une lettre comment ça lui est arrivé, cette révélation. Alors là, je cite le contenu de la lettre de Mrs. Smith. Il y a de cela quelques mois, j'étais en train de lire un journal et de bavarder sur n'importe quoi, lorsque soudain, je sus l'identité de l'homme qui m'avait terrorisé pendant si longtemps. Il n'avait jamais eu réellement l'intention de me blesser. J'ai eu peur car je dormais sur le sol et il se trouvait juste à côté de moi lorsque je me suis réveillée. Cet homme était un étrange personnage. Il avait tué quelqu'un et n'en avait aucun regret. Il avait une apparence farouche et se mit à rire en me disant qu'il était fort content. Et là, elle va pouvoir donner un nom au docteur Gerdam. Ce nom, c'est Pierre de Mazerolles. Alors, il se trouve que Pierre de Mazerolles a été directement impliqué dans un événement capital de la croisade contre les Albigeois, c'est le fameux massacre d'Avignonnet. Alors là, on a des documents historiques sur ce massacre d'Avignonnet très, très fournis, très précis, et on connaît vraiment dans le détail les personnes qui ont participé à ce massacre. Alors, donc, ayant communiqué, à partir du moment où le docteur Gerdam a pu avoir ce nom et le communiquer aux historiens, là, ça a permis de situer vraiment l'époque et l'événement que Mrs. Smith revivait dans son cauchemar. Alors, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte historique de ce massacre? Alors, pour résumer un petit peu cette affaire du massacre d'Avignonnet, il a eu lieu, ce massacre, dans les nuits du 28 au 29 mai 1242. À l'époque, voilà, il y avait un grand inquisiteur qui était accompagné de plusieurs hommes, une dizaine de personnes, et qui écumait un peu la région. Voilà, toujours en pourchassant les hérétiques. Et il y a le sénéchal du comte de Toulouse, Raymond VII. Alors lui-même s'appelait Raymond d'Alfard. Ça, c'est très important parce que le nom d'Alfard a été noté par Mrs. Smith dans ses cahiers d'écolière. On retrouve le nom Alfard dans ses cahiers. Donc, une nouvelle confirmation donc, au niveau du massacre d'Avignonnet. Parce que c'est Raymond d'Alfard qui va tendre un piège à l'inquisiteur en chef, Guillaume Arnaud, et aux personnes qui l'accompagnaient, en leur offrant l'hospitalité
dans sa maison à Vignonnet. Et dans le même temps, sur Raymond Daffat va envoyer un messager à Montségur pour informer Pierre-Roger de Mirepoix, qui était le seigneur de la garnison de Montségur, qu'il y avait là les inquisiteurs qui logeaient à tel endroit et qui leur faciliterait l'entrée dans la maison pour qu'ils puissent les assassiner. Donc, Pierre-Roger de Mirepoix va quitter Montségur à la tête d'une troupe de 40 hommes. Il va rejoindre, tout près d'Avignonnet, une autre troupe d'hommes, une vingtaine d'hommes. C'est très précis, on a vraiment tous les détails là. Et la troupe de Montségur qui va rejoindre l'autre troupe dans le bois, qui est situé à côté d'Avignonnet, et bien ces hommes qui attendaient le détachement de Montségur, parmi ces hommes se trouvait Pierre de Mazerolles, ce fameux Pierre de Mazerolles, qui, on le sait, jusqu'à ce détail, se sera entretenu en privé avec Pierre-Roger de Mirepoix pour vraiment préparer l'attaque contre les inquisiteurs. Et donc, il a participé directement au massacre. Ça a été d'ailleurs quelque chose d'assez terrible, parce que les inquisiteurs, les deux inquisiteurs, plus les personnes qui les accompagnaient, dont un notaire, ont été tous massacrés à coups de hache. Ça a été une véritable boucherie. Et donc, et ce Pierre de Mazerolles a participé au massacre. Seulement, cet événement, qui était terrible en lui-même, même si, bon, on peut comprendre que ceux qui l'ont commis, voilà, étaient tellement excédés par tous les abominations que pouvaient commettre l'Inquisition. Ce massacre a été le tournant de la croisade. Parce que, à partir de là, il a attiré, si tu veux, l'attention du roi de France, Louis IX, le futur Saint-Louis, sur Montségur. Et c'est à partir de là que le roi va envoyer vraiment toutes les troupes nécessaires pour causer la chute de Montségur, qui aura lieu moins de 2 ans après le massacre d'Avignonnet. Donc c'est vraiment un événement historique très documenté, l'un de ceux qui a été le mieux documenté, d'après les témoignages notamment d'un sergent Humbert de Salles qui a été interrogé par l'Inquisition. Nous avons vraiment tous les détails sur ce massacre. Et donc, à partir du moment où Mrs. Smith a retrouvé le nom de l'homme qui l'a terrifié, on a pu vraiment situer l'époque et les circonstances qui ont donné lieu à son cauchemar. Mais alors, après, Mrs. Smith a précisé au docteur Gerdam que ces hommes, les meurtriers d'Avignonnet, n'étaient pas de vrais cathares. Parce que les cathares ne pouvaient pas commettre de telles actions. Alors elle précise, ils se battaient pour obtenir des privilèges personnels et par intérêt financier. Et elle a ajouté, dans ses notes, le meurtre est un crime abominable, mais il semble plus abominable et révoltant lorsqu'il est accompli par quelqu'un que l'on a connu et à qui l'on a accordé sa confiance. Et effectivement, il semblerait que Mrs. Smith était liée, d'une certaine façon, à Pierre de Mazerolles. Mais alors, comment elle était liée à cet homme? Elle était liée à cet homme par l'intermédiaire d'un autre homme, ce Roger, qu'elle appelait déjà dans son délire quand elle était enfant, quand elle avait failli mourir. Et il se trouve que ce Roger était apparenté, était en fait l'oncle, oui, je ne me trompe pas, l'oncle du fameux par alliance, l'oncle par alliance du fameux Pierre de Mazerolles. Et ce Roger en question, Mrs. Smith aussi va le reconnaître, parce que c'était l'homme qu'elle avait follement aimé dans cette vie au temps des cathares. Et là, je vais te citer, elle a reconnu tout de suite, dès la première fois, elle est allée consulter le docteur Gerdam. Elle a reconnu en la personne du docteur Gerdam le fameux Roger qu'elle avait follement aimé dans cette vie. Et elle a retrouvé encore plus de souvenirs à partir du moment où elle a été le consulter. Et notamment, il s'est passé un curieux épisode, parce que le docteur Gerdam, c'était pas dans ses habitudes, mais un jour, il s'est rendu chez elle pour lui signifier qu'il devait remettre un rendez-vous, changer le jour et l'heure de leur rendez-vous. Et donc, il va se rendre au domicile de Mrs. Smith.
Et là, je vais te citer le témoignage du docteur Gerdam, qui écrit: le 12 janvier 1964, alors qu'il neigeait, j'avais l'intention de déposer un mot chez Mrs. Smith. Ce message concernait un rendez-vous à l'hôpital. Mrs. Smith ouvrit elle-même la porte de la maison. Elle reconnut beaucoup plus tard, le 12 février 1965, donc plus d'un an après, qu'elle savait que j'étais en train de me rendre chez elle. Elle avait ses capacités, voilà, un peu de médium. Mon apparition, tout couvert de neige, lui rappela le jour de notre première rencontre au XIIIe siècle. Elle m'avait reconnu dès la première consultation externe où je l'avais rencontrée, bien qu'elle ne me l'ait avoué que longtemps après. Cette chute de neige prenait toute sa signification de par le fait que dans mon existence précédente, j'avais trouvé refuge dans la maison de son père lors d'une forte tempête de neige près de Toulouse. Seulement, Mrs. Smith n'a pas voulu dire tout de suite au docteur Gerdam qu'elle avait reconnu, parce qu'elle tenait absolument à continuer à venir le consulter. Mais sur le coup, quand même, quand elle l'a reconnu, elle témoigne là en disant: ce fut un terrible choc quand je suis rentrée dans cette pièce et que je vous y ai vu. J'ai pensé que mon état mental était encore pire que je le craignais. Parce que voilà, elle va consulter un psychiatre pour mettre fin à un cauchemar et elle reconnaît immédiatement la personne de ce psychiatre, l'homme qui a hanté ses souvenirs, qui a hanté sa mémoire depuis toujours. Donc, ce fameux Roger, en fait, était un prédicateur cathare qui, voilà, comme elle lui a dit, avait trouvé refuge au cours d'une tempête de neige chez ses parents, près de Toulouse, et elle était tombée immédiatement amoureuse de lui. Alors, elle-même, à l'époque, était adolescente, et lui, bon, était beaucoup plus âgé qu'elle, comme dans la vie, j'allais dire, présente, où ils se sont retrouvés, puisque le docteur Gerdam avait 26 ans de plus qu'elle. C'est à peu près le même écart qui les séparait lorsqu'ils se sont connus dans cette vie-là au Moyen-Âge. Et bon, elle avait jamais vu un homme comme lui, parce il appartenait à une famille noble de Fangeau, il était né à Fangeau. Et il devait avoir une prestance, quelque chose de vraiment de particulier. Toujours est-il que voilà, elle n'a eu Dieu que pour lui dès qu'elle l'a vu. Il a passé la nuit chez ses parents, puis il est reparti. Et puis elle a voulu le suivre. Mais ses parents lui avaient dit qu'il n'était pas de la même foi. Parce que ses parents étaient catholiques et lui était cathare. Alors elle s'est souvenue que comment elle est allée rejoindre ce fameux Roger en quittant la maison de ses parents. Alors voilà ce qu'elle a témoigné sur cet événement-là, qui a été vraiment très important pour elle. Alors elle écrit: le jour où mon père m'a battue et m'a mise à la porte, ce fut un des jours les plus heureux de ma vie. J'ai rejoint Roger sans avoir rien d'autre que les vêtements que je portais sur moi, et je n'avais même pas de chaussures. Je crois pourtant que j'en possédais, mais je n'arrive pas à me rappeler si je les avais quand je suis partie avec Roger. J'ai dû les laisser. Sa maison se trouvait sur le sommet d'une colline, et la route qui y conduisait était rude et caillouteuse. Il vivait dans une grande demeure, pas un château, mais quelque chose comme une maison fortifiée. Nous sommes passés par un portail ouvert d'un mur fortifié, et nous sommes entrés dans une cour que nous avons traversée pour atteindre l'entrée principale. Je me suis sentie assez intimidée, et j'ai hésité à entrer dans sa maison, vêtue comme je l'étais. J'aurais voulu porter quelque chose de plus joli. Derrière l'entrée principale, il y avait encore quelques marches qui conduisaient à une grande salle. C'était vraiment très grand. Il y avait plusieurs bancs, des chaises et des tables. Et il y avait d'autres personnes dans la maison. Toutes furent très gentilles avec moi. Je me suis assise auprès de la cheminée qui se trouvait au fond de la salle. Donc voilà, elle a quitté ses parents pour suivre Roger. Et après, qu'elle n'a plus quitté. Alors donc, ce fameux Roger, nous avons aussi réussi à retrouver son identité. Pourquoi? Parce que Mrs. Smith aussi s'était souvenue d'une phrase que lui avait dit Roger. Si quelque chose m'arrive, va à Fabrissa. Alors Fabrissa,
ils ont mis un moment à trouver qu'est-ce que c'était Fabrice. Est-ce que c'était un lieu? Est-ce que c'était le nom d'une personne? Et il se trouve, alors c'est toujours pareil, c'est Jean Duvernois qui a résolu l'énigme en découvrant que le nom de Fabriça était le nom d'une femme. Et cette femme était une parfaite qui s'appelait Fabriça de Mazerolles, qui n'était autre que la tante du fameux Pierre de Mazerolles. Pourquoi? Parce que Fabriça avait un frère qui s'appelait Arnaud de Mazerolles et qui avait épousé la sœur de Roger, Alaïs. Et Alaïs, la pauvre Alaïs, dois-je dire, avait donné naissance à ce fameux Pierre de Mazerolles, mais qui n'était pas du tout un cathare, et qui ne pensait qu'à l'argent. D'ailleurs, il se moquait aussi bien des cathares que des catholiques. Comme disait Mrs. Smith, elle a dit, il se fichait aussi bien des cathares que des catholiques. L'argent était son seul intérêt. Il était grand, ténébreux. Il fut heureux au plus haut point d'avoir assassiné quelqu'un. Donc voilà d'où sa terreur. Le cauchemar, hein, vraiment la scène du cauchemar, c'est le retour de Pierre de Mazerolles quand il vient de participer au massacre d'Avignonnet. Et donc c'était quelqu'un qui lui était très proche, puisque c'était le neveu de Roger, donc l'homme avec lequel elle était partie. Et ce Roger, donc, ayant trouvé l'identité de Fabriça de Mazerolles, on a pu aussi trouver donc l'identité du fameux Roger, qui s'appelait Roger Izarn, Roger de Grésil, on le connaissait sous ces deux noms. On a même retrouvé qu'il était le fils de Bec de Fangeau, parce qu'il était né à Fangeau, et d'Aude de Tonnes. On a les noms des parents de Roger. Et il était aussi, ce Roger, le petit-fils du célèbre troubadour Guillaume de Durfort, qui, d'après le professeur Nenelli, fut le seul troubadour vraiment à être reconnu pour avoir été un cathare pratiquant. Donc voilà, Roger était né au milieu d'une famille acquise au catharisme, bien sûr, dont lui-même était prédicateur, mais il n'était pas parfait. Pourquoi il n'était pas parfait? Parce qu'il vivait avec une femme. Alors, Mrs. Smith, autant elle vivait avec Roger, elle s'appelait Purelia. Ça, c'était son nom de l'époque. Donc, vivant avec Purelia, il ne pouvait prétendre à devenir imparfait, mais il continuait à faire la prédication. Donc, voilà. Alors, lui-même avait été terrorisé, horrifié, épouvanté parce que le meurtre qu'avait commis son neveu. Elle a dit d'ailleurs, Mrs. Smith, Roger n'était pas impliqué dans ce meurtre sauvage, mais je ne voulus pas que l'on en parle. J'étais frappée d'horreur et épouvantée. Voilà, donc Roger était vraiment dans le même état que Purelia. Et c'est pour cela qu'ils faisaient tous les deux le même rêve. D'accord. Alors, tous les détails que finalement décrit Mrs. Smith, tu vois, ils lui reviennent comment? Ils lui reviennent d'un coup, ils lui reviennent petit à petit dans des rêves, c'est des flashs qu'elle a? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a plus de détails là-dessus? Alors, bon, déjà, il y a vraiment cet afflux de souvenirs qu'elle a eu à l'âge de 13 ans. Donc, elle a consigné beaucoup de choses dans ce cahier d'écolière qui, heureusement, ont été gardés par son père. D'ailleurs, elle ne savait pas pourquoi il avait gardé ce cahier d'écolière. Donc, toujours est-il que, voilà, le père ayant gardé ce cahier, elle avait donc toutes ces informations consignées depuis qu'elle avait l'âge de 13 ans. Ensuite, elle a eu ses rêves qui lui ont permis de retrouver aussi beaucoup de souvenirs. Et aussi, par exemple, la révélation du nom de l'homme qui l'avait terrorisé, là, comme je te l'ai dit, c'est arrivé, voilà, d'un seul coup. Donc, c'était pas une vision, c'est d'un seul coup, le nom s'est imposé à son esprit, s'est révélé. On peut penser aussi que d'avoir retrouvé Roger, à la personne du docteur Guirdam, a aidé, si tu veux, les souvenirs à refaire surface. Et tant il y a eu aussi, elle a fait son premier voyage en France en 1954. Elle n'avait jamais mis le pied en France, parce que, voilà, elle était née en Angleterre. Et au retour de ce voyage, qu'elle s'était mise à écrire ce qu'elle appelait un roman. Et dans ce roman, entre guillemets, était constitué de deux parties. La première partie, c'était la vie
les souvenirs d'une vie au milieu d'une communauté de femmes, au Moyen Âge. Et c'est cette communauté en fait de femmes, on va découvrir que c'était la maison Cathare tenue par Fabricia de Mazerolles. D'où le conseil qu'il lui avait donné Roger, si quelque chose m'arrive, va à Fabricia, c'est-à-dire va trouver refuge auprès de ma belle-sœur. Et la deuxième partie, c'était des souvenirs de la vie qu'elle avait vécue avec Roger. L'ennui, c'est que ce roman, tous ces souvenirs qu'elle a consignés dedans, il y a eu beaucoup plus d'informations. Malheureusement, ça lui était tellement personnel qu'elle a fini par brûler ce roman. Au grand regret du docteur Guerdane, parce qu'il aurait pu le transmettre, après transmettre toutes les informations qu'il contenait à Jean Duvernois et au professeur René Nini, qui m'ont apporté vraiment une aide inestimable. D'ailleurs, le professeur René Nini avait été tellement frappé par cette histoire qu'il avait dit, qu'il avait donné comme conseil au docteur Gerdam, en cas de doute, il vaut mieux s'en référer à Mrs. Smith. Voilà, pour lui, même si on n'avait pas sur certaines choses de la preuve historique, ben on pouvait croire en la parole de Mrs. Smith, parce que vraiment, c'était tellement précis, ces souvenirs, qu'il ne doutait pas un seul instant de la véracité, de leur véracité. Et donc, alors on a reconstitué un peu les événements, au niveau de Fabricia. Donc, c'était parfaite Cathare, Fabricia de Mazerolles, c'était parfaite Cathare qui tenait une maison Cathare à Montréal. Hein, on est dans le Lauragais. C'est-à-dire, on est dans vraiment toute l'histoire, et quand on est dans une région très précise, cette région de Lauragais, qui était vraiment considérée comme l'épicentre de la région Cathare, hein, c'est vraiment le cœur. Donc, on est un peu, pour situer géographiquement, entre Carcassonne et Castelnaudary. Hein, tu vois, une région qui s'étend là. Donc, Fangeau, c'était la ville de naissance de Roger. Montréal, c'est là où Fabricia tenait sa maison Cathare. Et donc, mais les détails plus personnels, il n'y avait que Mrs. Smith qui pouvait nous les donner. Par exemple, elle se souvenait que Roger, il portait toujours à la ceinture une aumônière qui contenait un livre qui était certainement l'Évangile de Jean. Elle se souvenait aussi qu'il était souvent malade, probablement tuberculeux, et que pour se remettre un peu de ses cris, de ses accès, de fièvre notamment, il prenait des morceaux de sucre en pain. Alors ça, c'est pas des sucres en morceaux qu'on peut les connaître. Elle insistait sur le mot sucre en pain. Et ce détail a été confirmé. Effectivement, c'était impossible de le savoir, par le professeur René Nini, qui précisait effectivement qu'il y avait ces espèces de gros morceaux de sucre qui ressemblaient un peu à des pains et qui étaient utilisés pour soigner les malades, parce que le sucre était une denrée très rare. Et donc, de manger ce sucre les aider à guérir. Et c'est exactement le terme employé, le sucre en pain, que le professeur Nelly a rapporté dans son livre sur la vie quotidienne des cathares. Mais ça, c'est vraiment un détail tellement spécifique qu'il était vraiment impossible à Mrs. Smith de le connaître. Et puis alors, comme tu t'en doutes, Roger étant un prédicateur cathare, après le massacre d'Avignonnet, parce qu'elle a bien insisté que Roger était toujours en vie au moment du massacre d'Avignonnet. Donc nous savons que, il était vivant à ce moment-là, mais après, elle s'est souvenue des événements assez terribles qui se sont produits ensuite. Alors voilà le témoignage de Mrs. Smith, qui s'est souvenu du moment où on lui a annoncé que Roger avait été arrêté. D'ailleurs, on sait qu'il a été arrêté à Saint-Papoul, au niveau des recherches historiques. Et voilà ce qu'écrivit Mrs. Smith. J'espère ne plus jamais rêver de ce moment déchirant où cet homme arriva à cheval et me dit que Roger avait été mis en prison. Je déclarai que je voulais le rejoindre, mais l'homme m'en empêcha. J'étais très tourmentée par le sort de Roger. Je ne pouvais pas supporter l'idée de quitter sa maison, au cas où il reviendrait et ne m'y trouverait plus. Mais comme il m'avait dit d'aller immédiatement à Fabricia si quelque chose lui arrivait,
je suis partie cette nuit-là avec sa sœur. Sa sœur, c'était Alice. En route, nous nous sommes arrêtés dans une maison. Je ne me souviens pas bien de cette maison, mais c'est là que j'ai appris la nouvelle de la mort de Roger. La femme qui m'a appris cette nouvelle fut très gentille et pleine de sympathie, mais c'était des mots que je ne voulais pas entendre. Elle me dit qu'il était mort en prison d'une infection pulmonaire et je ne voulais plus vivre. Je voulus m'abstenir de nourriture jusqu'à en devenir si faible que j'en mourrais, mais sa sœur m'en empêcha. Je l'ai laissé me persuader de continuer à vivre sans lui, et je n'y suis jamais vraiment parvenue. Plus rien ne fut jamais pareil et cela ne le sera jamais plus. Voilà, donc elle a revécu le moment terrible et ben voilà où elle a appris la mort de Roger. Et elle a confié au docteur Birdam. Au fond de mon cœur, je suis encore pleine d'amour pour cet homme qui apparaît dans mes rêves. Je sens que je n'appartiens à personne d'autre. Parfois, je pense que cela serait merveilleux d'être mariée, mais pas une seule seconde aussi merveilleux que si j'étais avec Roger. Il n'a jamais été mon époux, mais fut l'amour le plus précieux que j'ai connu et que je connaîtrai jamais. Donc voilà, elle était vraiment tellement marquée par cet amour et la vie qu'elle a connue avec lui, au temps des Qatars, que, bon, Mrs. Smith, elle avait un compagnon, hein, au moment où elle a connu le docteur Gardam, lui-même était marié, mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais revivre, voilà, un tel amour. Par contre, j'ai oublié de te dire aussi, une petite précision, après la première consultation qu'elle a eue avec le docteur Gardam, le cauchemar a cessé instantanément. Elle n'a plus jamais fait le cauchemar. Et lui-même, le docteur Gardam, son cauchemar a également disparu. Comme si le fait de remettre en présence de personnes qui se sont connues dans notre vie, dont les liens ont été très forts, et qui en même temps voilà, faisaient ce cauchemar à cause des événements qu'ils avaient vécus ensemble, le simple fait de se retrouver en présence l'un et l'autre avait effacé le cauchemar, cela suffisait. Alors, jusqu'à maintenant, tu ne l'as pas évoqué, mais est-ce que le docteur Gerdam, finalement, lui, de ses réminiscences passées, il n'avait que cette scène où il était prisonnier de l'Inquisition, ou est-ce que, comme pour Mrs. Smith, ça lui a déclenché la réminiscence de souvenirs, des souvenirs de Roger, finalement? Eh bien non, figure-toi. Il a dit très honnêtement qu'il n'avait gardé aucun souvenir de sa vie au XIIIe siècle, seulement hanté par le même cauchemar, par les noms Cathare et Albigeois, et aussi, il avait fait un voyage en France aussi. Il était attiré, hanté même par le désir brûlant devant Montségur, et aussi le sentiment d'appartenir à la région de Fangeau. Voilà, vraiment une relation très forte pour cette région de la France, précisément. Et aussi, mais Mrs. Smith, c'est pareil. Quand elle est venue en France pour la première fois, elle a eu un sentiment de déjà-vu très fort, qu'elle n'avait jamais ressenti nulle part. Donc, tous les deux, voilà, ont eu ce sentiment d'avoir déjà vécu dans cette région. Et aussi, au cours de son premier voyage en France, en 1951, Mrs. Smith a eu comme une crise de panique parce qu'on avait prononcé devant elle le nom de Toulouse, de la ville de Toulouse. Et elle avait revécu en rêve, elle avait fait un cauchemar assez épouvantable en évoquant la crypte qui se trouve sous la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Alors, ce qui a fait penser au docteur Gerdam, avec l'approbation aussi de ses amis historiens, qu'il était possible que Mrs. Smith, en tant que cathare, soupçonnée d'être une hérétique, puisqu'elle vivait avec Roger, elle a été arrêtée à son tour et elle aurait certainement été torturée par ceux qui étaient au service de l'Inquisition, et que ce genre de choses a très bien pu avoir lieu dans la crypte qui se trouvait sous la cathédrale Saint-Étienne. D'ailleurs, Mrs. Smith n'a jamais pu approcher de Toulouse. C'était au-dessus de ses forces. Et en parlant de Toulouse, je voudrais préciser un petit détail. Pour les gens qui connaîtraient Toulouse, il y a au centre de Toulouse, au centre historique, une rue
qui porte le nom de rue Pharaon. Mais voilà, tu as la plaque qui mentionne le nom de la rue Pharaon, et en dessous, tu as une autre plaque en occitan. Et là, tu lis en occitan Carriera Ramon da Faro. En fait, elle te révèle cette plaque en occitan que la rue Pharaon est une déformation de la rue Raymond d'Afar, donc ce fameux Afar qui avait tendu un piège aux inquisiteurs pour le massacre d'Avignonnet. Donc voilà, il y a le nom de cet homme au centre de Toulouse, mais on le voit, mais que sur la plaque en occitan. Parce que la rue Pharaon, en fait, il n'est qu'une déformation du nom d'Alfaro, donc du nom du sénéchal du comte de Toulouse. Donc pour ceux qui connaîtraient Toulouse, voilà, ils pourront s'y rendre et voir la plaque en occitan. Donc là, je t'ai dit, oui, que Missy Smith était terrorisée par Toulouse. Et elle n'a pas pu se souvenir d'autre chose, si ce n'est qu'elle a revécu. Elle a revécu en rêve sa mort sur le bûcher. Alors là c'est encore son témoignage que je vais te citer. Comme les autres, j'avais dû commettre un crime épouvantable pour subir une mort aussi affreuse. Il y avait quelques personnes avec moi. Elles ne semblaient pas effrayées. Nous avons tous marché pieds nus à travers les rues de la ville et nous sommes arrivés sur une place où une pile de bois avait été préparée. Il n'y avait plus qu'à l'allumer. Tout autour, plusieurs moines chantaient des hymnes et priaient. Je n'ai senti aucun réconfort de leur part et j'ai pensé que cela tenait de l'impudence qu'ils prient. J'ai vraiment dû être une grande criminelle. Je n'ai pas de pensée criminelle quand je suis réveillée, mais je rêve de choses horribles. J'ai haï tous ces moines qui étaient là pour me regarder mourir. La douleur était affolante. On devrait prier Dieu quand on meurt, si toutefois il est possible de prier quand on est à l'agonie. Dans mon rêve, je n'ai pas prié Dieu. J'ai pensé à Roger et combien chèrement je l'aimais. La douleur de ces horribles femmes n'était pas moitié aussi pénible que la douleur que j'ai ressentie en apprenant qu'il était mort. Je me suis soudain sentie heureuse de mourir. Et je ne savais pas que l'on saigne lorsqu'on meurt par le feu. Je pensais que le sang se sécherait d'un coup dans cette effroyable chaleur, mais je me suis mise à saigner abondamment. Le pire était mes yeux. J'ai essayé de fermer mes paupières, mais je n'y suis pas parvenue. Elles avaient dû être complètement brûlées. Alors ces femmes ont commencé à m'arracher les yeux avec leurs doigts infernaux. Voilà, là tu as le témoignage d'une femme voilà, qui a revécu vraiment la mort sur le bûcher. Je crois que c'est un témoignage unique parce que personne d'autre voilà, n'est revenu pour témoigner de ce genre d'expérience. Mais elle n'a pas rapporté que d'horribles souvenirs, j'ai envie de dire, de sa vie au Moyen-Âge. Parce qu'elle a, comme a pu le constater le docteur Dirdam, qui lui aussi, après, s'est penché avec le plus grand intérêt sur la religion cathare. Et donc, elle avait en elle, on va dire, une grande sagesse. Comme si, voilà, sa vie avec Roger avait marqué son âme d'une empreinte assez spirituelle, on va dire. Alors, elle avait ce genre de réflexion qu'elle a faite, Mrs. Smith. Elle a dit notamment que les cathares avaient été persécutés à cause de cette crainte qu'éprouvaient ceux qui ne pouvaient pas et ne voulaient pas voir la vie comme elle est, c'est-à-dire une fraction de temps, une simple étape dans l'accomplissement de la perfection. Elle a aussi eu cette réflexion très belle. Je ne pense pas qu'il y ait un mystère sur le mal. Ne serait-ce pas tout simplement l'absence du bien? Voilà, elle était imprégnée par la philosophie cathare, même si elle-même n'était pas, voilà, une parfaite. Mais cette vie l'a tellement marquée qu'elle avait une sagesse en elle, voilà, assez particulière. Et le docteur Gardam lui-même, de son côté, a fait cette réflexion. Je commence à croire que le catharisme est d'une importance absolument vitale en notre époque de matérialisme, car en étudiant le catharisme, on ne fait pas qu'approfondir une hérésie intéressante et noble de sentiment, on rejoint le christianisme primitif. Donc, tu vois, un médecin, un psychiatre anglais qui n'était pas du tout historien, pas du tout porté, même on peut dire sur la religion, hein, parce que c'est un scientifique à la base, voilà, il en est venu lui-même à accomplir un certain cheminement spirituel. Et là, je voudrais citer aussi ce que disait
de professeur Onenili, dans la postface du livre. Il a écrit: le beau livre de M. Arthur Guerdam va peut-être bien éveiller chez les Anglais le même genre d'intérêt que les Français trouvent à maints ouvrages de science-fiction, où l'attrait du mystère se combine trop souvent avec une information tendancieuse ou suspecte. Mais ce livre est un livre de bonne foi et d'étonnement. Le mystère y est authentiquement le mystère. Le journal de M. Guerdam est celui d'un savant qui relate les observations qui lui a été donné de faire sur une série de phénomènes dont l'explication n'a pas encore été trouvée, en dépit des hypothèses invérifiables que l'on a hasardées sur la nature, mais dont on ne saurait aujourd'hui contester l'existence. Voilà. Alors ça, c'est l'avis de l'historien. Et sur cette histoire vraiment qui était totalement improbable, mais qui a permis aux historiens du catharisme d'avancer encore plus dans leur découverte, parce que les renseignements, les souvenirs de Mrs. Smith, qui s'appelait Pierrelia à l'époque, étaient tellement précis que voilà, ça les a aidés, autant pour le professeur Onenili que Jean de Vernois, à avancer dans leur recherche et puis voilà, à découvrir les documents historiques qui pouvaient confirmer cette incroyable histoire et cette vie qu'a revécue cette Anglaise que rien ne prédestinait, voilà, à s'intéresser au Qatar. Effectivement, comme tu le dis, c'est une histoire qui est très troublante, qu'on croit ou qu'on ne croit pas à la réincarnation. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est le recoupement derrière par les historiens qui vont confirmer les dires de cette femme, de Mrs. Smith. Et non seulement c'est dires, mais c'est dires d'enfance. Parce que c'est là où on pourrait se dire, c'est peut-être de la supercherie, elle fait peut-être ça pour séduire le docteur, etc. etc. Mais non, parce que au final, toutes ces informations-là, ou en tout cas la majorité, on les retrouve dans ces cahiers d'enfance, où là, à 13 ans, on n'a pas idée de monter une machination comme ça pour... Pas du tout. D'ailleurs, je peux te dire que il y avait... elle n'avait jamais entendu parler de pro de loin des Qatars. Tu penses bien que c'était pas au programme des collèges anglais de l'époque. Donc, ça a été vraiment une découverte totale, même si elle avait en elle ses souvenirs. Ça qui ont profondément marqué. Et nous avons, voilà, enfin, du moins, elle a pu s'appuyer sur ces cahiers qui avaient été conservés par son père. Ça a été un grand mystère d'ailleurs pour elle, comme elle a confié au docteur Guerdam. Elle n'a jamais su pourquoi son père avait gardé ces cahiers. D'autant qu'il portait, voilà, ses écrits en occitan, donc lui-même ne pouvait pas du tout comprendre. D'ailleurs aussi, je vais préciser, elle avait prédit aussi la mort de son père. Parce que, voilà, je t'ai dit qu'elle avait quand même certaines capacités. Et donc, et ben voilà, c'est quand même assez stupéfiant. Il y a encore un petit détail aussi qui m'a interpellée. Je ne sais pas si ça veut dire vraiment quelque chose. Enfin, quand même, c'est assez curieux. Donc, je t'ai dit qu'elle était née en 1931. Elle a été submergée par le souvenir de cette vie antérieure à l'âge de 13 ans. 31, 13, et elle était âgée exactement de 31 ans quand elle est allée consulter le docteur Guerdam. Donc, il y a une petite histoire de chiffres là qui est assez étonnante. Est-ce que c'est un pur hasard? Enfin, toujours est-il que voilà. Ça m'a un petit peu interpellé. Oui, puis en plus, 13 ans, c'est en 1944, donc on était en pleine Seconde Guerre mondiale. Donc ça vient rajouter sur le fait qu'à cette époque-là, c'est pas forcément la préoccupation des jeunes Anglais. En plus, je sais pas si elle a fait partie de ces jeunes Anglais qui ont été envoyés à la campagne, ou si elle y était peut-être déjà pour éviter le blitz des Allemands. Mais voilà, c'est pas quelque chose auquel on pensait en 1944 d'inventer des histoires de Qatar. Par contre, on était exactement
700 ans après la chute de Montségur en 1244. Et comme a prophétisé le dernier parfait Billy Bast, au cap des 700 ans, le laurier reverdira. Est-ce que c'est aussi une coïncidence? En tout cas, c'est intéressant à rajouter comme détail. D'accord. Et finalement, dans son livre, le docteur Gardan, qu'est-ce qu'il en conclut? Est-ce que pour lui, il considère que ça prouve la réalité de la réincarnation? Son livre, je rappelle, s'appelle Les Cathars et la réincarnation. Quelles sont ses conclusions sur son livre? Ah ben écoute, je peux te dire qu'il n'avait plus le moindre doute. Parce que là, à chaque fois qu'il essayait de prendre en défaut Mrs. Smith, parce qu'il a essayé, justement, en vérifiant chaque assertion, chacun de ses souvenirs, en se faisant aider, si tu veux, par ses amis historiens, mais à chaque fois, non seulement on confirmait ses dires, mais en plus, elle a aidé la recherche historique par ses réminiscences. Donc, à la limite, le double n'était plus possible. Et comment veux-tu qu'une adolescente anglaise soit capable de recopier des poèmes du XIIIe siècle en Languedoc dans ses cahiers? Même nous, on est français, et on en aurait été incapable à son âge. Donc, il n'y a pas d'autre explication rationnelle. C'est totalement impossible. C'est même pas, on peut dire, un phénomène de télépathie, puisque le docteur Gardan n'avait gardé lui-même aucun souvenir. Juste, il était hanté par le même cauchemar. Et voilà, et le nom de Cathar et Albigeois qui le hantait un petit peu. C'est tout, ça s'est arrêté là. Mais lui-même, il a reconnu qu'il n'avait pas de souvenir précis, sauf cette impression très forte de déjà-vu quand il est allé en France, cette attirance irrépressible pour Montségur, la région de Fangeau, voilà. Mais c'est pas aller plus loin. Mais il ne pouvait plus douter, de ce qu'il lui racontait sa patiente. Tout à fait. Et une dernière question. Est-ce que tu sais s'ils ont fait une recherche généalogique sur l'arbre généalogique de Mrs. Smith? Ah non, ça je crois pas. Parce qu'en fait, il n'y a aucun lien, on va dire, de parenté. En tout cas, on ne peut pas l'affirmer, ni l'infirmer. Non. Ça, c'est une autre vie. Donc, au niveau généalogique, ça marche pas trop à ce niveau-là. Mais voilà, les liens de l'esprit étant plus forts que ceux du sang, et ben, le destin fait en sorte de réunir deux êtres qui s'étaient follement aimés. Alors, je précise qu'ils n'ont pas... Oh non! Oh non, il n'y a pas eu de love story? Il y a pas eu... Ah ben non, oui, ça risque de décevoir certaines personnes. Non! Parce qu'en fait, ils se sont retrouvés, mais c'était plus les mêmes personnes. Oui. C'est un peu, si tu veux, comme on compare l'adulte et l'enfant qu'il a été. Tu vois, on est la même personne. Puisque nous sommes, et en même temps, on est très différents. On n'a plus rien à voir avec l'enfant que nous avons été. Bien sûr. Donc, voilà, ils se sont retrouvés, mais c'était pour une bonne raison. D'abord, pour faire cesser ces cauchemars qui les hantaient, il fallait vraiment, on va dire, terminer l'histoire. Et en même temps, pour raviver la flamme, j'ai envie de dire. Parce que cette histoire est tellement extraordinaire que ça remettait au jour, voilà, on va dire, la philosophie cathare à une époque où on en parlait très très peu. Dans les années 60, vraiment, ça revenait, mais à peine à la connaissance du grand public. Maintenant, aujourd'hui, c'est différent. Mais en plus, cette histoire, oui, que ces souvenirs l'ont assailli en 1944. Donc, il y a une résonance avec la chute de Montségur en 1244. Je pense que c'est pas un hasard non plus. Entendu, Magali. Écoute,
Moi j'aimerais dire que c'est un beau conte de Noël, voilà, pour ceux qui ne seraient pas sensibles à la notion de réincarnation, c'est un beau conte de Noël. Et puis pour ceux qui sont sensibles effectivement à la cause cathare et puis à tout ce qu'on a dit au fur et à mesure de tes causeries, eh bien c'est encore une nouvelle pièce au puzzle du catharisme, hein, que tu nous racontes, que tu nous enseignes depuis déjà quelques mois. Et c'est vrai que c'est en tout cas un cas très troublant. Voilà. Et puis qui vraiment montre aussi, parce que bon, l'histoire en elle-même est assez tragique. Ça a mal fini, on va dire, à l'époque, mais ça montre aussi que malgré tout ce qu'on peut vivre, même si ce sont des choses les plus épouvantables, comme la mort sur le bûcher qu'elle a revécu, et bien au final, on peut se dire que rien n'est vraiment grave, puisque nous sommes des êtres éternels, voilà, qui cheminons de vie en vie, et qui parfois ont la chance de retrouver des êtres qu'ils ont follement aimés. Eh bien, écoute, je crois qu'on va conclure là-dessus. En tout cas, Magali, je tenais à te remercier d'avoir participé déjà à toute cette aventure de mes causeries pendant cette année 2017. Voilà, ça a été vraiment un très très grand plaisir. Je pense que les personnes qui te suivent depuis le début se partagent aussi mon enthousiasme à pouvoir échanger ensemble. Moi, depuis qu'on parle de tout ça, j'ai appris énormément de choses. Pourtant, je pensais en savoir un petit peu sur le sujet, mais tu vois, tu as un véritable puits de science. Et puis, j'espère que l'année 2018 nous réservera encore de belles causeries et de belles surprises avec tous les sujets que tu voudras aborder. Écoute, oui, j'ai bien l'intention de commencer l'année avec un gros sujet qui sera l'évangile de Judas. Ah, oui. Et là, il va y avoir de quoi faire. Eh ben écoute, on a hâte que les fêtes passent pour pouvoir arriver au mois de janvier et découvrir cette causerie avec l'évangile de Judas. En tout cas, je te remercie, je te souhaite de passer de très très bonnes fêtes, et puis à vous aussi, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas, hein, si vous voulez nous aider, nous soutenir la chaîne, vous pouvez devenir les coproducteurs des émissions de Miasme TV en participant sur Tipeee, même à partir de 2 €. C'est pas la quantité qui est importante, mais voilà, c'est vraiment le fait d'être là pour nous aider. Et puis, on se dit, c'est Noël. Allez, ciao ciao, bisous Magali, et à très bientôt.